Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi aujourd'hui, Charlie Nestor. Bonjour Charlie. Bonjour Malika. Alors vous êtes animateur, producteur. Oui. Vous avez fait partie des personnalités télé les plus célèbres de France. Oh, c'est gentil. Mais non, on est là pour vous faire plaisir. Oui, mais c'est je vois ça, c'est très bien. Pour l'instant, tout va bien. C'est aussi la réalité, parce que vous avez animé le Hit Machine pendant 13 ans. Oui, c'est ça. Avec Lulu, qu'on connaît bien ici. Oui. Le duo, Charlie et Lulu, le fameux duo. Vous êtes ensuite lancé aux États-Unis. Oui, en fait, je suis parti aux États-Unis pour voir un peu comment les choses se passaient de l'autre côté, pour aussi l'éducation de mes enfants. Je trouvais que c'était intéressant pour eux d'aller vers d'autres contrées, de voir d'autres choses, d'autres gens. Et sincèrement, j'en suis ravi. Et là-bas, vous êtes lancé aussi dans la production. Oui. Aussi. De clips, de... Oui, ça a commencé, en fait, vous savez, c'est souvent comme ça que les choses se font. Vous n'y pensez pas forcément, et puis tout d'un coup, on vous propose de faire un truc, et puis après, vous dites « Ah tiens, pourquoi je ne ferais pas ça ?» Donc effectivement, j'ai commencé par tourner des clips vidéo, parce qu'on m'en demandait beaucoup. On me demandait souvent de faire les mêmes clips, c'est-à-dire la plage, le ciel bleu, les filles en roller, etc. Donc, parce que vous étiez où aux États-Unis? À Miami. Oui, c'est pour ça. Oui, tant qu'à faire, autant choisir le soleil. Et puis voilà, et puis après, ça s'est transformé, on m'a demandé beaucoup de reportages, des documents, etc. Voilà, et puis un jour, je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de francophones en Floride en général, beaucoup de Canadiens, mais il n'y a pas de spectacle pour eux. Donc j'ai réussi à convaincre Gad Elmaleh de venir aux États-Unis faire son spectacle et de le produire. Et sincèrement, ça a été un bonheur total, que ce soit pour lui ou pour moi d'ailleurs, parce que lui, il ne s'attendait pas en traversant l'Atlantique, parce que c'était la première fois. Après, effectivement, il s'est passé des choses pour lui, mais la première fois, il ne s'attendait pas à traverser l'Atlantique et avoir un public debout qui l'acclame. Donc ce sont vraiment de très bons souvenirs. Et vous avez également lancé une chaîne de télévision. Aussi, parce que je dors très peu en fait. Non, mais l'idée, c'était effectivement pareil, en fait, de poursuivre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait les spectacles, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté, il y avait une vraie clientèle, même si le mot n'est pas joli, et donc de créer une chaîne de télévision francophone, parce qu'à l'époque, il n'y avait que TV5 Monde, qui est une chaîne vachement bien, mais il n'y avait que ça. Oui, bien sûr, il n'y avait que ça. Et puis, il n'y avait pas tout à fait les accès à Internet, etc., qu'il y a aujourd'hui, même si c'est encore compliqué avec la géolocalisation. Oui, pour les accès Internet, on est d'accord. Et vous êtes revenu en France? Oui. Tout à fait récemment, il y a un an. Il n'y a pas très longtemps, effectivement, les histoires de Covid, les machins, etc. Tout devenait un peu compliqué. Et puis, pour tout dire, en fait, moi, je comptais faire un stop en France, redémarrer 2-3 petites choses personnelles, sécurité sociale. Et puis, en fait, on est tombé dans un goulot d'étranglement. Et voilà. Donc, pour l'instant, on est là et on verra. Et vous êtes prof aussi maintenant? Oui, alors prof, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que j'accompagne en fait de jeunes étudiants dans une école qui s'appelle le Studio École de France, dans l'univers de la télévision. C'est-à-dire, effectivement, pour ceux qui en ont envie, d'apprendre en fait, ce métier de la télévision face à une caméra, ou derrière, ou à côté. Et c'est nouveau, ça, le besoin de transmettre? Non, c'est pas nouveau du tout. Quand j'étais en terminale, enfin jusqu'en terminale, je voulais être prof de français. Ah oui? Ouais. Vous étiez particulièrement brillant en français? Alors ça se passait plutôt bien. Voilà, moi j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le français. Et donc je voulais être prof de français. Et puis après, j'ai mal tourné. C'est-à-dire non, mais c'est vrai que après, j'étais happé par d'autres choses. Et puis, vous savez, souvent, vous prévoyez des trucs et puis il se passe d'autres choses dans votre vie. Donc, c'était le cas. Et alors, je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai que ce côté transmission, je l'ai toujours eu quelque part en moi. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis comblé. Quel type d'élève étiez-vous? Assez bizarre. C'est-à-dire que... Je ne m'attendais pas à ça. Bizarre, ok. Si, j'étais un élève bizarre parce que j'adorais l'école. Oui. J'adorais me retrouver avec mes potes, avec mes potesses. Moi, j'ai toujours été au milieu, vous savez, le bon copain. Celui qui fédère. Ouais, le bon copain. Voilà. C'est-à-dire que depuis la primaire, moi, je suis le confident. Donc les filles venaient me voir en disant « je suis trop amoureuse ». Vous êtes une bonne écoute, en fait. Ouais. Et donc, moi, j'allais voir le fameux en lui disant « tu sais pas quoi, Nathalie, elle est trop amoureuse de toi ». Voilà. Moi, j'étais au milieu.
Donc je faisais passer des messages, etc. C'est moi qui organisais les booms, c'est moi qui organisais les pique-niques, les machins, etc. Ah oui, vous aviez un rôle important en termes J'ai toujours adoré de ça. socialisation. Voilà. Moi, il faut que j'organise. Voilà. Ouais. Déjà, Ah oui, déjà, il y avait ça. Ah oui, il faut que j'organise, il faut que ça passe par moi. Ah, vous aimiez bien ce rôle. Ouais, j'adorais. Ça prend du temps. Oui, mais bon, moi, je considérais que du temps, j'en avais. Voilà, je faisais une chronique, ça c'était au lycée, je faisais une chronique à partir de la seconde, qui s'appelait La chronique de Charlie, c'était déjà. Ouais, le melon. Oui, voilà. Et donc, tous les mercredis. C'était compliqué de trouver un nom. Oui, voilà, la C2C. Et donc, tous les mercredis, je faisais la chronique, c'est une chronique sur le lycée, etc., ça faisait marrer les gens. Ouais, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé être au centre, en fait, de l'attraction. Finalement, ça doit s'expliquer, docteur. Non, mais finalement, c'est le métier que vous avez choisi après. Oui. Vous étiez populaire, alors? Oui. Ah oui, au collège, au lycée, extrêmement populaire. Je faisais au collège un truc qui va sans doute vous faire sourire. En fait, je pianotais un peu, je faisais du piano. Et vous savez, en secondaire, enfin en tout cas vers la troisième, les jeunes filles, souvent, écrivent des poèmes. Donc moi, je les mettais en musique. Oui. Et donc, je faisais des espèces de mini-tubes du collège. Et donc, je faisais des cassettes que j'offrais. Voilà. C'est vous qui chantiez dessus? Oui, bien sûr. Et tout le monde me réclamait la fameuse chanson, la dernière chanson, etc. Donc, le mercredi après-midi, je faisais que ça. C'est-à-dire que j'enregistrais. Mais j'étais trop content. J'avais mon tube du... C'est quand même assez créatif, en vrai. Oui, en fait, moi, quoi. C'est-à-dire que moi, je ne tiens pas en place. Il faut toujours que j'ai une idée, une envie. Lulu vous le dirait, je le saoule assez facilement. Hein. C'est-à-dire, je me dis, tiens, on va faire ci, on va faire ça. Et lui, il me dit... Il est plus fatigué. Oui, c'est ça. Voilà, ça doit être ça. Est-ce que vous aviez des bonnes notes? Alors, oui, quasiment, on va dire. Sauf en maths. Alors en maths, je n'ai jamais réussi. J'ai eu mon bac avec une petite mention, avec 1. Ah oui, donc ça veut dire des notes excellentes par ailleurs. Oui, mais alors j'avais pas le choix. Hein. C'est-à-dire que là, j'étais obligé, parce que je savais que je n'aurais pas les maths. Donc vous étiez quand même ce qu'on peut appeler un bon élève. Ouais, je crois que ça s'appelle fumiste, en fait. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, il y a l'échéance, alors là, moi, je me suis enfermé pendant 3 semaines avec un copain dans une maison vide, sans meubles, sans rien, pendant 3 semaines, pour réviser le bac. Ça a été efficace? Oui. Donc voilà, c'est ça l'essentiel. Mais j'avoue que... Mais bon, un peu de chance aussi, un peu de... Ouais, ça résume un peu ma vie, hein, c'est-à-dire que, voilà, hop, tiens, c'est pour moi, voilà. Et vous avez grandi où? J'ai grandi à Gonesse. J'ai grandi dans le Val d'Oise, avec beaucoup de bonheur. J'ai tout fait là-bas, de la maternelle à la terminale. Après, je suis parti faire mes études à Paris, mais j'ai tout fait là-bas. C'était mon coin, c'était ma ville. Il n'y a pas un trottoir que je ne connaisse, il n'y a pas un arbre que je n'ai pas grimpé. Je connais tout là-bas. Je connais tout. Excusez-moi, oui. C'est la fameuse ville où, enfin, on la connaît malheureusement aujourd'hui à cause du crash de Concorde, parce qu'avant personne ne connaissait Gonesse, et le fait que Concorde se soit écrasée à Gonesse, maintenant les gens connaissent cette ville. Malheureusement, enfin, j'aurais aimé qu'ils la connaissent pour d'autres raisons. Quel rôle jouaient vos parents dans votre éducation? C'est un rôle... ma maman, parce que j'ai surtout grandi avec ma maman a tout fait pour que les choses se passent bien. Voilà. Moi, j'étais le petit dernier, donc le petit chouchou. D'accord. Oui, je l'avais complètement. Le petit chouchou, je veux ça, bon d'accord, je veux partir là, bon d'accord, ça. Ça explique peut-être pourquoi vous aimiez bien être au centre de l'attention. Oui, sans doute. Ah oui, moi j'étais... voilà. Beaucoup d'amour vous avez eu alors. Ouais. Ma maman, elle en avait tellement, et j'en ai encore, hein, d'ailleurs. Mais non, c'est vrai que ça a été un bonheur total. Moi, j'ai eu une enfance, franchement, idéale. Pas... on n'avait pas beaucoup d'argent, hein, mais vraiment, je me suis éclaté. Beaucoup de copains, beaucoup d'amis, beaucoup... Et il y avait vos 2 frères? Alors non, j'avais 2 sœurs. 2 sœurs? Ouais, je les ai toujours, hein, tout va bien. J'ai 2 sœurs, 2 plus grandes, en fait. On a un petit écart d'âge, mais elles ont eu la mauvaise idée de partir avant. Donc, vous n'avez pas grandi ensemble? Un petit peu, mais à un moment donné, vous savez ce que c'est, indépendance, etc. Alors que moi, pas du tout. Alors moi, moi j'étais très très bien. Moi, je suis parti... C'est normal, vous étiez le chouchou. Je suis parti, j'avais 27 ans, donc... Quoi? Ouais.
Je me dis non. Ah oui, moi j'étais bien. Un petit côté Tanguy, quoi. Oh, faut pas exagérer, on parlait pas de ça à l'époque. Non, non, c'était vraiment le côté tout va bien, quoi. Tout va bien. J'avais commencé même à travailler, tout ça. C'est votre mère, au bout d'un moment, qui a dit bon, quand même. Non, c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à cause des trajets. C'est-à-dire que tout d'un coup, et c'est notamment quand j'ai commencé à travailler avec Christophe de Chavannes, donc là, le rythme était quand même un petit peu péchu. Et du coup, voilà, faire les allers-retours et tout ça. Donc je me suis dit, je vais trouver un appartement le plus proche possible du bureau. Ce que j'ai trouvé. C'était dans le 17e. Donc j'ai trouvé un truc vraiment super proche. Donc du coup, ben, voilà. Peut-être raison, hein, peut-être un côté un peu réfléchi. Non, mais à l'époque, voilà, à l'époque, on ne réfléchissait pas comme ça. Si je vous demande un souvenir d'écolier précis à partager, est-ce qu'il y en a un? Un souvenir, il y en a plein, il y en a plein. Je vous dis, il y a ces chroniques-là. Équilibriste. Ça, il y a la franche rigolade. Moi, je me souviens... Alors, il se trouve que moi, je m'appelle Nestor. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas grave, mais... A priori, non. Tout va bien. C'est pas grave. Mais il se trouve que, quand j'étais plus petit, il y avait tous les samedis une émission qui s'appelait Samedi est à vous, ou La Une est à vous. Et il y avait un pingouin qui s'appelait Nestor et qui disait tout le temps « t'as pas du chocolat », etc. Et quand vous arrivez à l'école, et notamment à la rentrée, et que quand on fait l'appel, etc., Nestor, tout le monde éclate de rire. Et je me suis rendu compte... Alors au début, c'était un peu compliqué à vivre. Et très très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la meilleure façon de se faire des copains. Parce que tout le monde venait me voir à la récré en disant « Ah, c'est vrai que c'est toi, Nestor ». Et du coup, je l'ai mieux vécu. Mais au début, je ne comprenais pas. Il y avait ce pingouin. Et d'ailleurs, j'ai croisé le fameux ventriloque. J'ai oublié son nom, il s'appelle Michel quelque chose. Et je lui ai dit « Tu m'as pourri ma jeunesse, quoi. » Mais je lui en veux pas. Bon, c'est un souvenir mignon. Oui. Non, mais des souvenirs mignons, j'en ai plein. J'ai pas de souvenirs... J'ai l'impression que c'était cool à l'école. Ouais. J'étais content d'y aller. Ouais, c'est ça. En plus, j'habitais à côté. Donc, toujours ce problème géographique. Donc, j'habitais à côté. Faut pas trop marcher. Que ce soit la primaire, que ce soit le collège, que ce soit le lycée, j'étais vraiment à côté. Et du coup, quand il n'y avait pas cours, on faisait ça chez moi. C'est-à-dire que j'invitais tout le monde chez moi. Voilà, les fameuses heures de permanence où on se retrouvait tous chez moi. Est-ce que vous aviez une matière préférée? Français. Le français. Ah, vous êtes amoureux des lettres? Oui, je suis amoureux des lettres, je suis amoureux des tournures de phrases, je suis amoureux de la capacité qu'il y a en français pour écrire une phrase. Il y a plein de façons de le faire et voilà, j'adore lire. Voilà, l'été, je m'achète des tonnes de bouquins et je les lis et ça m'amuse. Parce qu'en plus, vous avez vécu aux États-Unis, donc j'imagine que vous êtes bilingue. Ouais, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ce qui est amusant, c'est que en fait, lorsque vous arrivez aux États-Unis et que vous avez fait un parcours normal, en tout cas jusqu'au bac, ça veut dire que vous parlez au moins, depuis 7 ans, vous parlez l'anglais. Théoriquement. Et moi, je suis arrivé et je me suis rendu compte que j'avais un niveau de 5e, quoi. Au début, je ne comprenais rien, et notamment au téléphone. C'est-à-dire que vous appelez un truc, une administration, et vous ne comprenez rien. Donc, je me suis dit, oula. Et puis, à force, après, ça vient. Mais presque, en fait. Mais bon, si je parlais comme mes enfants... C'était pour vous demander, comme vous aimez autant la langue française, s'il y avait une comparaison à faire un peu entre les deux, mais vous la maîtrisez peut-être pas. Non, l'anglais, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct. Yes, no, there. Ah voilà, vous êtes bilingue, yes, no. Oui, alors qu'en français, on peut tourner des phrases, et ça me plaît. Une matière détestée, j'ai bien compris, je crois. Les maths. Ouais, voilà. J'ai jamais compris à quoi ça servait, pourquoi est-ce qu'on se torturait le cerveau. Voilà, et en général, je ne veux pas faire de polémique, les profs de maths, ils sont durs. C'est pas les préférés. Ils sont plus durs que les autres. Est-ce qu'il y avait un prof, justement, votre prof préféré, dont vous vous souvenez? Oh, il y en a eu plein. J'ai eu des profs de français que j'adorais. Il y a eu des profs d'anglais aussi que j'ai bien aimés. Il y a eu... Il n'y en a pas un qui vous a marqué, avec qui vous pourriez être encore en contact aujourd'hui? Si. Enfin, là c'est le CM2. C'est Michel Van Latem, dont on était tous amoureux à l'époque. Et je suis encore en contact avec elle. Voilà, parce qu'effectivement, je trouve qu'elle nous a fait faire une super année.
Surtout que l'année d'avant, c'était pas bien passé. J'étais en classe avec le directeur, qui était une horreur. Je ne vais pas citer son nom, mais je crois que, malheureusement, il ne doit plus être avec nous. Mais voilà, Michel Van Laten. Ouais, et vous avez, depuis le CM2, vous avez gardé contact avec? Alors bon, évidemment, on s'était perdu de vue, mais grâce aux réseaux sociaux, etc. C'est vous qui avez eu envie de la retrouver? Bien sûr. Ah oui, non mais Michel, c'est... et pas que pour moi, hein, je m'aperçois qu'en fait, elle est en contact avec plein d'autres élèves. C'était THE maîtresse, quoi. C'était la maîtresse idéale. Vous avez fait carrière à la télévision, mais avant, est-ce que vous aviez pensé à faire d'autres métiers? Je vous dis, en fait, moi, au début, je voulais être prof de français. C'est vrai aussi que j'ai toujours été attiré par ce métier. Alors, je ne savais pas très bien si c'était la radio, si c'était la pub, si c'était la télé. En tout cas, j'y croyais. En fait, moi, je voulais être dans l'univers. Pas être connu, on n'y pense pas. Moi, je voulais être dans cet univers-là. Préparer les émissions, voir comment ça se passe, etc. Ça m'intéressait. Mais comment on fait? Ça, je ne savais pas. Ouais. Donc, il m'est arrivé d'aller traîner un peu sur certains plateaux, d'aller dans le public, de regarder un peu, mais toujours avec un œil un peu où je me questionnais beaucoup. Voilà, c'était ça. C'était pas vraiment... Moi, je n'étais pas fan... peut-être un peu de Christophe de Chavannes quand il est arrivé. Je trouvais qu'il apportait quelque chose de très, très nouveau. Donc, ça m'intéressait. Mais toujours un peu en tant que technicien, quoi. Voilà, comment ça fonctionne, comment il fait, comment on organise ça, la lumière, le son. Ouais, ça me fascinait un peu. Et comment vous arrivez dans la production télé? Par le plus grand des hasards. C'est-à-dire qu'après après l'école, en fait, pour valider mon diplôme, je suis obligé d'aller en entreprise. J'écris à TF1, à Antenne 2 à l'époque. Voilà, vous retrouvez vos envies de télévision. Non, mais j'écris, etc., en disant, voilà, j'aimerais bien faire un stage. Là. Et en fait, ils ne me répondent pas. C'est-à-dire que c'est même pas négatif. Donc, j'ai un copain qui me dit, écoute, chez IBM, je crois que tu peux le faire. Donc, j'écris à IBM, et IBM me répond, et je deviens effectivement stagiaire. Et au bout de ces 2 ou 3 mois de stage, je ne sais plus, il m'engage. Voilà, et je me retrouve chez IBM. Et par le plus grand des hasards, j'apprends qu'une émission de télé va se monter à la Plaine Saint-Denis, qu'on cherche quelqu'un pour... Enfin non, qu'on ne cherche pas quelqu'un. Voilà, c'est en train de se monter. Donc je suis curieux, je vais là-bas, je fais le pied de grue, j'attends, et je me fais engager comme assistant de l'assistant de l'assistant. Enfin, vraiment un truc... voilà. Oui, mais vous vous faites engager. Je me fais engager et donc je démissionne d'IBM pour aller courir partout, tirer des câbles. Mais je suis content parce que je me dis, bon, au moins je sais maintenant, et puis surtout, j'aurai pas de regrets. Si ça marche pas, tant pis. Mais si ça fonctionne, au moins, je saurai pourquoi je l'ai fait. Et après, vous arrivez dans la société de production de Gérard Louvain? Oui. Peu de temps après, en fait, où là, je suis engagé comme coursier. Ah oui. Ouais. Je suis engagé comme coursier, donc je devais chercher des plis dans Paris, des maisons de disques, etc. Je m'occupe, le mercredi c'est le jour de l'émission Sacrée soirée, et je gère les loges, etc. Je les prépare pour les artistes et tout ça. Et je suis au comble de la joie et du bonheur. C'est vrai ? Parce que je me dis, je suis exactement là où je voulais être. Voilà, c'est-à-dire une espèce de petite pièce sinon rapportée, mais qui a son rôle, qui a son truc à faire, hop, je me mets en retrait, je regarde tout le monde et voilà. Et après, pas d'autres postes dans cette société? Alors si, après je deviens assistant surpriseur, parce que les surprises à l'époque de Sacrée Soirée, vous êtes trop jeune, mais les surprises de Sacrée Soirée, c'était super important, ouais. Il fallait faire des surprises aux invités, donc je travaille avec des gens qui gèrent les surprises, et moi je les gère pour eux, et pareil, c'est génial, voilà. Et après... Christophe de Chavannes. Comment ça se fait ? Oh, en fait, ce serait trop long à expliquer, mais pour faire court, oui, parce que moi j'ai toujours des histoires longues, mais pour faire court, en fait, Christophe de Chavannes et Gérard Louvain se connaissent bien. Gérard Louvain, pendant un temps, produit Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes décide de créer sa propre société. Et celui qui, justement, qui gère le champagne, les loges, etc., c'est moi. Et Christophe de Chavannes me demande de faire pour lui ce que je faisais pour... Vous faites exactement la même chose, alors? Au début, tout pareil. Voilà. Et après, je prends du galon, je gère les coulisses, je m'occupe du public, je m'occupe des hôtesses, etc. J'ai épousé une des vrai hôtesses. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Oh, c'est trop mignon. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est connus là et on ne s'est pas quittés.
Et vous rencontrez Lulu. Et je travaille avec Lulu, qui à l'époque s'occupe du Minitel. Est-ce que ça vous parle, vous? Ben non. Sûr, si, j'ai eu le Minitel chez moi. Et ben voilà, Lulu gère le Minitel. En fait, on nous installe, parce que moi je suis arrivé quelques temps avant lui, et on nous installe face à face, dans le même bureau. Okay. Voilà. Et, ça match tout de suite? Non. Non, parce que vous le connaissez, je ne sais pas si le public le sait, mais voilà, le côté je vanne tout le monde, je rigole, etc. Au début, ça ne me fait pas rire du tout. Et en plus, il me trouve des surnoms, etc., qui m'agacent au plus haut point. Vous lui demandez d'arrêter? Mais bien sûr, mais il n'arrête pas. Oui, ça, et puis un jour, il dit un truc qui me fait hurler de rire. Et puis notre amitié, elle naît comme ça, quoi, vraiment. Et après, comment vous arrivez tous les deux à présenter le Hit Machine? En fait, il y a une petite parenthèse où ces deux Chavannes, en fait, et un certain Stéphane Courby, qui nous disent tiens, voilà, vous allez faire de l'antenne avec deux Chavannes dans la nouvelle émission qui s'appelle Coucou, c'est nous, et qui est une émission de Et là, à ce moment-là, vous aviez le même rôle, c'était celui d'organiser, de... Nous sommes... Et lui, il faisait toujours Minitel. On est assistants, nous sommes des assistants qui faisons de l'antenne, ce qui est assez rare, en fait. C'est-à-dire qu'on court partout. Tout d'un coup, on nous dit, allez, parce qu'en plus, l'émission est en direct, donc on fait de l'antenne, et puis après, hop, on recourt partout, etc. C'est un rôle, mais c'est génial, parce que du coup, on est partout, on bosse comme des dingues, et on rigole beaucoup. Et avec Lulu, franchement, l'amitié avec Lulu, elle se scelle là. C'est pas à l'antenne. À l'antenne, après, effectivement, mais ça n'est que le résultat, en fait, de toute notre amitié, de toutes les galères, de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, du coup, Hit Machine. Et donc, du coup, après... Vous allez vite, hein, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après, effectivement, se crée le fameux duo Charlie et Lulu, qu'on voit d'abord sur France 2, où on anime une émission pour les enfants, qui s'appelle Chat-Lu Maureen. Il y avait Maureen d'or, Charlie, ils sont allés chercher là, hein, Charlie, Chat, Lulu, Maureen. Voilà, et donc on passe une saison à France Télévisions, où ça se passe... Non. Ça se passe pas, quoi. Ouais, c'est pas alors pour le coup, c'est pas mon meilleur souvenir télé. Mais il n'empêche que c'était important de le faire. Et voilà, et ça n'est qu'après où nous arrivons effectivement à M6 pour présenter le Hit Machine, grâce, et je ne le dirai jamais assez, à un monsieur qui s'appelle Thierry Bizot, que je salue évidemment et que j'aime d'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est un garçon intelligent et qu'il a vu des choses avant nous. Il a vu le duo avant nous. C'est-à-dire que nous, on savait qu'on... Mais il existait déjà, le duo, puisque vous aviez animé. Oui, mais lui, il a vu le duo Hit Machine, il a vu les artistes, il a vu tout ça avant nous. Donc lui, il est venu vous chercher? Ouais, il est venu nous chercher, alors qu'on avait une belle proposition ailleurs. Mais voilà, il a tellement été intelligent, sympa, drôle, que c'était une évidence après d'aller avec lui. Voilà. Donc... Et après, c'est la folie. Et après, ça démarre, et c'est vrai que c'est pareil, au début, on fait pas gaffe, parce que l'émission, il faut la créer. Donc, on se retrouve pour la première fois, en fait, aux commandes d'une émission, tous les deux, avec des attentes d'une chaîne. Jusqu'alors, nous, on était un peu protégés par un animateur vedette, et nous, on était derrière. Là, tout d'un coup, on se retrouve aux manettes d'une émission, donc, mais on sait à peu près ce qu'on veut. Ça, là-dessus, on sait qu'on veut une émission avec des vrais artistes à côté de nous et non pas lancer des clips. Lulu a la bonne idée de dire... parce qu'au début, on apprend que le Hit Machine va être diffusé le samedi matin à 10h30. Et pour nous, c'est une catastrophe, parce qu'on se dit 10h30, mais personne ne regarde la télévision. Et c'est Lulu qui a la bonne idée de dire, c'est pas grave, on va faire un show du soir le matin. OK. Bon, voilà. Et c'est lui qui a l'idée des costumes. Voilà, mais ne pas s'habiller exactement comme tous les autres animateurs de l'époque, en gris ou en noir. Voilà, donc du coup, c'est lui qui pense à la couleur, parce qu'il regarde à l'époque beaucoup la télévision anglo-saxonne, et que ça le fait marrer, etc. Donc on y apporte chacun un peu nos ingrédients, notre pâte, etc. Plus la chaîne, évidemment, et Thierry Bizot, entre autres. Voilà, et tout d'un coup, effectivement, l'émission, elle décolle, mais... Tout de suite, ça marche? Ça fonctionne assez vite, ouais. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. Hein, donc, en même temps, je crois qu'il y avait des clips. Donc, ouais, ça démarre assez vite. Mais pareil, on ne se rend pas compte. On ne se rend absolument pas compte. C'est vraiment, je crois que c'est la deuxième ou troisième année où on commence à se dire, tiens, il est en train de se passer des choses. Mais au début, non. On ne se rend pas compte. Est-ce que c'était tellement successful que vous avez failli péter un plomb? Jamais.
Non, non, jamais. Alors là-dessus... Jamais la grosse tête? Jamais, jamais, jamais. Ni Lulu, ni moi, enfin, Lulu, alors, encore moins. Non, non, jamais, jamais. Non, non, vous êtes content que les choses se passent bien, vous êtes content des rapports que vous avez avec la chaîne, vous êtes content des rapports que vous avez avec le public, content des rapports que vous avez avec les artistes, mais c'est tout. Si vous le voulez bien, je pensais se pencher sur l'école d'aujourd'hui. Oui. C'est un peu loin, on l'a vu pour vous maintenant. Dites donc. Attention quand même. Pour moi aussi. Hein. Oui, oui. Mais vous avez 2 enfants. Oui. Ils sont sortis eux aussi il n'y a pas longtemps. Eux, en fait, ils ont fait tout leur cursus aux États-Unis, les 2. Et j'en suis très fier et très content. Justement, déjà, quel changement entre système français et système américain? Tout. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu la chance d'être scolarisés dans des écoles plutôt sympathiques, dans le sens où des écoles qui, pour moi, étaient extrêmement modernes, par l'apprentissage, l'éducation, l'organisation, etc. Enfin, voilà, une école qui s'appelle Cushman à Miami, qui est considérée comme l'une des meilleures écoles en Floride, sinon aux États-Unis, c'est vrai, mais j'en suis content et ravi, ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui dans l'école française? Joker? Non, non, non. Ce que j'ai beaucoup apprécié à l'école américaine, c'est d'abord le fait que chaque élève a sa propre personnalité. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression, mais je peux me tromper, hein, je peux dire des bêtises, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, enfin même hier, en fait on prend les élèves dans leur globalité en disant voilà, il y a ça à apprendre, vous allez tous l'apprendre. Moi j'ai découvert effectivement que, alors c'est vrai que dans les classes ils étaient 10, 12 ou 14, et que c'est évidemment beaucoup plus facile, mais chaque élève a sa propre personnalité, son propre rythme, etc. Il est arrivé que des professeurs viennent me voir pour mon fils en disant bon, il y a un petit peu de faiblesse en maths, comme quoi les chiens ne font pas des chats, et on va alléger sur le reste et on va renforcer sur les maths. Ok. Ça, j'avais jamais vu, j'avais jamais connu. Et du coup, ça a porté ses fruits, oui. Oui, ça a très bien fonctionné. Il n'y a plus de faiblesse en maths. Oh, maintenant, il est passé à autre chose. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Et puis le sport aussi, j'ai bien aimé, moi, cette idée qu'à 14h30, ils terminent et qu'ils puissent faire du sport ou faire de la musique ou faire... voilà, et qu'il n'y ait pas de devoirs aussi. Les devoirs, on les fait à l'école. Ah oui, quand tu rentres chez toi, il n'y a plus... Ah oui. Donc, j'ai bien aimé ça. Et après, ils ont fait une école d'art géniale, gratuite, comme quoi... Ah oui. Eh oui, comme quoi il y a des idées reçues. Une école extraordinaire, gratuite, où on leur a appris plein de choses. Ils ont choisi chacun un art en particulier, que ce soit la musique, etc. Et donc c'était intéressant. On l'a dit au tout début. Petite chaleur, je ne sais pas si ça se voit. Non, ça ne se voit pas. Non, oh, pardon. Non, mais autant. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes professeur aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous frappe dans la génération actuelle d'étudiants? Ce qui me frappe, c'est le fait que j'ai un peu l'impression qu'ils veulent aller vachement vite. Mais en même temps, je les comprends. C'est-à-dire que tout d'un coup... C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est la fougue. Et c'est peut-être aussi un peu l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite. Mais j'ai tendance à dire attention, parce que si vous voulez embrasser ce métier, il faut faire attention, parce que la précipitation n'évite pas les pièges. Les pièges, il y en a beaucoup, et il faut faire attention. Donc, il faut y aller, mais selon moi, crescendo. À quoi doit ressembler l'école de demain pour vous? Ou pourrait? Alors, je vais dire une horreur à l'école américaine. Mais non, quelle horreur! Non, il faudrait qu'elle ressemble... faudrait qu'elle s'attache plus à l'individu. Vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est possible, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne, et je ne suis pas ministre de l'Éducation, je ne le serai jamais, et souvent, souvent les conseillers ne sont pas les payeurs, mais je pense que oui, il faut qu'elle s'adapte. Qu'elle s'adapte au... Et qu'elle soit plus personnalisée. Ouais, ce serait bien. Eh bien, c'est parfait. Eh ben, c'est pas mal non plus. Merci, Charlie. Mais merci à vous. C'est déjà la fin de l'émission. Déjà, mais c'est passé super vite. Oui. Vous vous débrouillez très bien, dites donc.
Ben, on espère que vous serez entendu. Ben oui. Je m'adresse à la direction, elle se débrouille. Voilà, Très bien. merci. Ça, c'est le côté professeur qui revient, mais j'ai Oui, une je suis bonne obligé. note. Je suis obligé. Voilà, maintenant, je regarde tout et non, vous vous débrouillez très bien. Donc c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.